Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. J'ai pu passer du temps avec le nouveau Nikon Z9 que j'ai mis à contribution dans vraiment pas mal de shootings pour apprendre à le connaître et voir un peu qu'est-ce qu'il avait dans le ventre. Je vais vous proposer un test évidemment complet de ce boîtier-là. Mais aujourd'hui, j'avais envie quand même de partager toutes les séquences que j'ai pu faire au niveau de l'autofocus et ça va permettre d'avoir un test un peu moins long. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo sans montage dans laquelle je vous montre brut de fonderie comment il a réagi, comme si vous aviez l'œil dans le viseur, et je vais vous dire un peu qu'est-ce que j'en pense de cet autofocus. Alors on commence, c'est filmé évidemment au Ninja 5, c'est exactement ce que moi je voyais dans le viseur. Le Nikon Z9 est en plus le premier appareil photo qui me permet de me plugger sur le HDMI pour tout vous enregistrer, et j'ai le viseur et j'ai l'écran qui continue de fonctionner. C'est le premier qui sait faire ça. Ni Sony, ni Canon ne savaient faire ça. Donc on commence par une première séquence. J'ai organisé un shooting à la plage avec une modèle qui est quand même assez forte en gymnastique, tout ça, et franchement, voilà, ça va être très dynamique. Je voulais voir un peu qu'est-ce qu'il avait dans le ventre. Donc dans cette première séquence-là, je lui ai demandé tout simplement de faire n'importe quel mouvement, des trucs absolument improbables pour voir à peu près comment il réagit. Et comme vous pouvez voir, il réagit assez vite en fait. Il sait où est mon sujet, il sait où est le visage, il sait où les yeux, le tracking fonctionne bien, il bascule bien d'un mode à un autre et il perd pas sa cible en fait. Et je pense que déjà, ça annonce du lourd parce que dès la première séquence, j'ai compris que waouh, là, on n'est plus sur du Z6 et du Z7, on est arrivé à quelque chose qui est absolument comparable avec ce que propose Canon et ce que propose Sony. Et ça, c'est une nouveauté quelque part pour Nikon. Donc ici, j'avais mis la séquence au ralenti. Mais au ralenti, finalement, la seule chose dont on s'aperçoit, c'est que parfois, et on va le remarquer, je pense que ça va pas toujours le mettre en valeur sur YouTube, c'est que le petit carré a parfois un certain lag, un certain décalage par rapport au mouvement. Moi, d'après mon expérience, je me suis convaincu que ce lag-là n'a pas d'impact sur les photos. Ce lag-là, certes, il se voit parfois sur des mouvements très rapides, vous le sentez sur le viseur, vous voyez ici, l'œil il est là alors que le petit carré il est là. Mais j'ai eu des cas, notamment avec un martin pêcheur, où j'ai mon carré qui est là, j'ai le martin pêcheur qui est là, ils ne sont pas sur le même plan et le martin pêcheur il est 100% net. Donc moi ce qui est important c'est qu'il sait où est le sujet et il traque le sujet. Et je pense que il fait d'abord les photos et ensuite il fait l'affichage, et l'affichage a un petit lag. C'est vrai que sur YouTube ça ne va pas le mettre en valeur, mais je peux vous assurer que ça n'a absolument aucun impact et qu'en réalité il fait très très bien le boulot, même si l'affichage paraît un peu moins sticky, un peu moins collé que ce que va proposer Canon et ce que va proposer Nikon. Donc ça, je tenais à le dire. Voyez ici, je lui avais demandé de partir sur un truc vraiment compliqué, quoi. Et il sait où est mon sujet. Vous voyez, là, évidemment, il ne peut pas trouver les yeux. On voit avec les cheveux, on ne voit plus les yeux et compagnie, mais il sait où est le sujet, en fait. Et il va le récupérer tout de suite. On lui a redemandé de faire des roues. Là, c'est pareil. L'idée, c'était d'aller de haut en bas, de passer devant un poteau, voir un peu comment il allait se comporter. Il récupère très, très bien le sujet, comme vous pouvez voir ici. On l'a refait derrière. Hop. Et vous voyez, là. Ah, là, il ne s'est pas fait avoir. Regardez, il sait où est la tête. Hop, il sait que c'est là. Vous voyez, il sait où est mon sujet, il le suit bien. Et là, quand vous regardez les photos, c'est 100% net. C'est absolument 100% net. Je vois absolument aucune différence, par exemple, entre le Canon R3 ou le Sony A1 que j'avais. Pour toutes ces séquences-là que je vous montre, j'avais le Canon R3 et j'avais le Sony A1. À chaque fois, on était 3 ou 4, justement, pour avoir tous les appareils, avoir tous les rushs avec toutes les caméras. C'est quelque chose dont on verra plutôt de l'ordre du comparatif. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur le test de l'autofocus du Z9. Parce que c'est lui la star, mais vous allez voir qu'on a des résultats qui sont absolument comparables, et dans bien des domaines même, pourquoi pas, un peu supérieurs du Z9. Voyez ici, je voulais juste lui faire un saut. Une des particularités du Z9, c'est qu'il dispose d'un mode de 120 images par seconde, c'est une tuerie, c'est du JPEG, c'est des JPEG de 13 millions de pixels, pas de 45 millions de pixels, mais vous avez 120 images sur des sujets très très particuliers où vous voulez décortiquer le mouvement. Typiquement ici, j'ai pensé à un saut, mais vous verrez que je l'ai appliqué à d'autres choses. Et vous avez tellement de possibilités parce que vous n'avez pas, sur 120 images, vous n'avez pas 2 images qui sont exactement identiques. Ça vous offre énormément de choix en définitive.
Donc ici, je voulais voir sur un sujet qui était lointain, vous voyez. Ici, maintenant, je suis en 3D tracking, c'est le fameux 3D qui est ici. Donc sur les autres, j'étais en large. Donc comme vous pouvez voir ici, si on décortique l'image, je fais une rafale de 120 images par seconde. Je suis en AFC, je suis en large. Large, ça veut dire, bah écoute, c'est lui qui se débrouille. Il a toute la plage finalement du capteur et c'est à lui de déterminer où est le sujet, de trouver la partie la plus intéressante du sujet et de faire la mise au point dessus. Et en plus ici, je lui indique même pas si mon sujet c'est un humain ou c'est un animal. C'est-à-dire qu'il est capable de manière automatique de basculer entre la détection des humains, des animaux et des véhicules. Et franchement, il fait un super job. J'ai été étonné parce que c'est la première fois que j'utilisais un mode automatique qui marchait aussi bien en termes de reconnaissance. Donc ici, on est basculé en mode 3D, vous voyez. En mode 3D, j'ai un petit collimateur blanc. Et c'est ce collimateur-là que je dois mettre sur ma cible et c'est là qu'il enclenche le tracking. Et ici, les yeux sont extrêmement petits dans la photo et il les trouve en fait. Et là, il va récupérer mon sujet très très bien. Et vous verrez que sur ces tests-là, avec les autres caméras, c'est largement lui qui fait le meilleur boulot sur ça. Et non, j'ai été plutôt impressionné par la qualité du tracking. Là, je bouge dans tous les sens, elle est en contre-jour, c'est vraiment des conditions qui sont affreuses. Et pourtant, ça s'en sort bien. Ici, elle est en roller pour aller un peu plus vite. Vous voyez ici, je suis toujours en 3D tracking. Le principe de fonctionnement du 3D tracking, c'est que je mets ce petit collimateur blanc ici et il me détecte un sujet. Vous voyez ici, le petit carré grisonnant ici, ça veut dire j'ai détecté un sujet. Et si mon collimateur blanc ici le touche, je sélectionne ce sujet-là. Et on va voir une deuxième chose intéressante, c'est que, exactement d'ailleurs comme le Canon R3, mais le Sony A1 par exemple, c'est quelque chose qu'il ne sait absolument pas faire. Le Nikon Z9 a la capacité de trouver la partie la plus intéressante de votre sujet. C'est-à-dire qu'il va être capable de sauter de « j'ai détecté mon sujet » à « j'ai détecté le visage ». Si vous faites la même chose avec le Sony A1, il ne va pas monter sur le visage. Et vous allez voir qu'ensuite, il n'y a rien à dire, quoi. Il suit bien le visage, il détecte bien les yeux, et jusqu'au dernier moment, même quand, vous voyez, là, c'est extrêmement exigeant, vous voyez, bon, on voit tout de suite au preview que c'est 100% net. Vous voyez, celle-là, là, elle est 100% nette. On est quand même là à 200 mm f2.8, 100% net. Ça marche très, très bien. Donc voilà, un autre exemple, cette fois-ci, j'avais essayé avec la boîte du milieu. On a la possibilité de restreindre finalement la zone d'action de détection, si vous voulez, des sujets, pour restreindre le problème. Donc, vous voyez, je voulais tester un peu, ça marche pareil. Vraiment, rien à redire, toutes les photos sont nettes. Vous voyez, jusqu'à la dernière seconde, là, c'est encore net. Et après, c'est moi qui n'arrive pas à suivre, et forcément, ça part. Allez, là, cette fois-ci, on l'avait mis en contre-jour pour voir. Et vous voyez, je fais exprès de cibler un peu une partie inférieure du sujet pour voir si ça remonte bien. Parce que c'est quelque chose qui est super intéressant. Il faut bien imaginer que c'est pas toujours facile de suivre le sujet. Et vous avez juste à toucher une partie du sujet et hop, ça va remonter, ça va identifier la partie la plus intéressante du sujet. Ça, c'est plutôt cool comme fonction. Et j'ai été impressionné, en définitive, que ça marche aussi bien. Donc voilà, tous ces tests-là, je pense que vous avez compris. On va partir en Camargue. En Camargue, les sujets sont très différents. Cette fois-ci, donc, on fait de l'animalier. On va devoir identifier des animaux. Les animaux sont variés, il n'y en a pas deux qui ont la même forme. Et ça va très très vite. Vous voyez, quand un flamand vous fonce comme ça, vous passe juste devant, il n'y a vraiment pas de tolérance en fait. Il faut que ça suive très très vite. Et comme vous pouvez voir ici, en fait, ça a suivi très très vite. Je dois dire que là, sur ce shoot-là, je suis en fin de journée. Il fait extrêmement sombre. Vous allez le voir, je trouve que l'autofocus, quand il fait sombre et l'autofocus quand vous avez une bonne lumière est pas tout à fait le même. Je trouve que lorsque vous avez une lumière un peu moindre, il a tendance à être un peu moins bon sur la mise au point et il a surtout tendance à changer de sujet de manière un peu erratique. Donc ici, on commence avec un flamand. Le flamand est bien suivi et là, c'est absolument parfait. Vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu en plus le changement d'expo. Là, il préserve les couleurs. Et là, il est en train de shifter l'expo. C'est magnifique. En termes de gestion de l'exposition, on a été bluffé par ce Z9. Ici, on est en train de suivre une cigogne. Donc là, c'est pareil. Franchement, ça part dans tous les sens. C'est pas facile. Mais il suit bien la cigogne en définitive. Et quels que soient les mouvements qu'elle fait, il reste sur la cigogne. Très, très bon. Autre atterrissage. Hop, je l'attrape. Je mets la boîte dessus. Choup. Et là, vous avez vu, il a changé de sujet là. Hop, là à ce moment-là, il change de sujet.
Donc, je suis obligé, moi, de reprendre la main, de remettre mon collimateur dessus. Voilà, et là, je fais l'acquisition et là, il fait le tracking. Hop, et là, de nouveau, il a changé de sujet. Regardez, là, il a le sujet, là, il a le sujet, et là, la boîte, elle est partie. Donc, je suis obligé de reprendre la main. Hop, vous voyez, là, je reprends la main. Et j'ai loupé la photo. Mais ça, c'est ma faute. Mais tout ça pour dire que je trouve qu'il a tendance à perdre de sujet un peu plus souvent lorsque la luminosité baisse fort. Et ici, on était vraiment en toute fin de journée, la luminosité était très très faible. Allez, autre exemple sur une mouette. Vous voyez ici, il change de sujet. Je reprends la mouette. Donc là, je me suis trompé, j'ai appuyé au mauvais endroit. Je reprends la mouette. Hop, et il a traqué jusqu'au dernier moment. Un autre flamand. Hop, le flamand continue. Il continue de le traquer. Et le flamand va atterrir tout en douceur. Il trouve en plus où est-ce que le visage du flamand. Et là, c'est magique. Quand ça se passe comme ça, c'est absolument magique. Donc voilà, pour faire le bilan au niveau de la Camargue, bah écoutez, moi j'ai été plutôt étonné par les capacités autofocus du Nikon Z9. Non pas que, je ne vais pas dire que j'ai jamais vu ça, parce que ça serait faux, mais bah, en fait c'est au niveau du Sony A1 et c'est au niveau du Canon R3, hein, qui eux non plus atteignent pas un résultat de 100%, qui eux non plus sont pas infaillibles, hein, ça n'existe absolument pas. Mais pour moi c'est du même niveau en fait, c'est-à-dire que voilà, que vous lui mettez un sujet dans la boîte et il va le traquer, il va rarement le lâcher. Si vous avez de la bonne lumière, là, il y a zéro problème. Si vous avez un tout petit peu moins de luminosité, il peut arriver parfois qu'il lâche son sujet. Effectivement, on le verra en fin de vidéo. Mais sinon, c'est une tuerie, quoi. Voilà, c'est vraiment une tuerie. Il lâche jamais son sujet. Allez, petite pause dans la vidéo, vous vous doutez que ça prend du temps, évidemment, de mettre à l'épreuve un appareil comme le Z9. Vous pouvez soutenir mon travail en achetant le Z9 chez ipln.fr avec le code créateur Damien. Si vous cherchez des infos sur la newsletter, sur les masterclass, sur les formations, c'est sur info-damien.com. Allez, on reprend. Et ça, quels que soient les sujets. Donc ici, c'est du tracking d'œil. Je voulais juste voir un peu comment il gérait. Vous voyez, tout de suite, dès qu'il voit l'œil, il trouve l'œil, que ça soit de face. On peut bouger la tête comme on veut. De profil, pas de profil. On peut passer de l'œil gauche à l'œil droit. Voilà, pour moi, si vous voulez faire du shooting de portrait, c'est quasiment impossible de le perdre, hein. Toutes les photos vont être nettes. Il est capable de suivre tous les mouvements. Il est capable de basculer de l'œil au visage, de reprendre l'œil. Franchement, ça marche très très bien. Et je vous le disais tout à l'heure, il a cette capacité à être extrêmement performant, même quand votre sujet est tout petit. Et c'est le cas ici, on a été bluffé sur cette scène. Cette scène, elle est horrible, hein. Il faut bien imaginer que là, il y a des détails partout. Il y a du contraste partout, il y a de moyens de se tromper partout. Vous verrez que les autres appareils photo sont aux fraises, mais totales sur cette scène. Et le Z9, en fait, est le seul sur cette scène-là à continuer de suivre le sujet et à ne jamais se tromper. Alors oui, vous voyez, là, par exemple, il a eu une seconde d'hésitation sur l'arbre, mais il revient tout de suite sur le sujet et même à cette distance-là, il trouve le visage. C'est le seul. Là, pour le coup, je peux vous le dire d'avance, sur cette scène-là, c'est le seul qui est capable de faire ça. Et du début à la fin, ici, vous allez avoir des photos qui sont 100% nettes, parce qu'il sait identifier tout seul où est le visage, il sait tout seul mettre le collimateur exactement à cet endroit-là, et ça vous facilite énormément la tâche. Donc, effectivement, on y arrive sans la détection des visages, mais enfin, ça nous rend le travail beaucoup, beaucoup plus simple. Et vous voyez ici, le suivi est absolument impeccable, hein. Vous voyez, là, je peux arrêter où je veux. Jusqu'à la dernière seconde, je suis à 200 mm. Voilà, c'est 100% net. Donc, plutôt balèze. Et je vous le disais, toujours cette capacité à vous pointer sur un sujet, il trouve la tête, il trouve les yeux. Et à ce niveau-là, c'est lui vraiment qui a les meilleurs résultats. Vous voyez, là, c'était sur un flamant rouge. Là, c'est sur un canard. Ici, c'est sur un héron cendré. Là, j'essaye de le perdre. Hop, à la seconde où je rappuie, c'est direct sur l'œil. Je peux vous assurer que ce n'est pas le cas sur les autres. Et là, je suis derrière les branches et il arrive à trouver l'oiseau derrière les branches et il arrive même à trouver l'œil de l'oiseau. Donc, en termes de reconnaissance des sujets, pour moi, c'est le roi. C'est vraiment celui qui fait le mieux. Là, c'était pareil, hein, j'étais devant une herbe qui n'arrêtait pas de faire ça. Vous verrez que, notamment le Sony A1, qui n'est pas très bon sur la reconnaissance des sujets, franchement, galère à fond.
Mais lui, je peux zoomer, dézoomer, l'herbe, elle peut passer. Il trouve mon sujet, quoi. Alors maintenant, les tests de youtubeurs. Hop, j'aime pas trop ces tests-là, mais bon. Je les ai ajoutés quand même. Tout ça pour dire qu'effectivement, si vous faites ces tests de youtubeurs-là, la première chose que vous allez voir, c'est que le petit carré au vert est toujours un peu plus laggy, est toujours un peu décalé. On sent un tout petit peu de retard. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que l'important, c'est qu'il traque toujours son sujet, il ne le perd jamais, et que les photos sont bonnes. C'est-à-dire que voilà, on peut dire ce qu'on veut, les photos sont bonnes en fait. Donc pour moi, c'est l'essentiel. Que l'affichage soit un tout petit peu décalé par rapport à ce que peut proposer le Sony A1 ou le Canon R3 n'est pas très important tant que les photos sont bonnes. Et moi, pour moi, les performances sont absolument identiques en définitive. Vous voyez, là, je fais un demi-tour. Tout de suite, il me retrouve mon œil. Je fais du avant, arrière. Tous les mouvements que vous voulez. Il sait où je suis, il va me traquer. Même si je suis en latéral. Et pour moi, ben voilà, je ne lui en demande pas plus. Alors ici, c'était une mouette qui peut paraître calme comme ça. Mais en fait, vous allez voir qu'elle n'était pas du tout calme. Et cette mouette-là, bon, c'était difficile de la suivre. Hein. Elle faisait des mouvements. Ici, je suis à 120 images par seconde, je crois. Non, je suis ralenti à 10% là, pour que vous puissiez voir exactement ce qui se passe. Ben, en fait, elle fait des mouvements complètement erratiques. Il ne la perd pas. À tout moment, il suit le sujet, en fait. Et toutes les images que j'ai de cette mouette sont bonnes. Là, c'est moi qui galère, hein, qu'on soit clair. Et évidemment, il trouve l'œil de la mouette. Pam, pam, et il ne se laisse pas avoir et toutes les images sont top. Je suis allé voir un martin pêcheur. Le martin pêcheur, c'est probablement l'oiseau qui me surprend le plus parce que je ne sais jamais dans quel sens il va partir. Je ne sais jamais à quel point et à quel moment il va partir. Et quand il part, ça va extrêmement rapidement. C'est vraiment un enfer, le martin pêcheur. C'est un enfer pour toutes les caméras. Pour l'instant, je n'ai jamais trouvé un appareil qui était capable de suivre le martin pêcheur. Donc, bah, c'est quelque part aux compétences du photographe d'arriver à le suivre, à déclencher au bon moment. C'est vraiment une grosse galère. Donc déjà, ce que je peux dire, c'est qu'on profite toujours de la reconnaissance du sujet. Il arrive globalement bien à le trouver. Alors, vous voyez, il n'y a pas de miracle. Hein. Là, je lui demande de le traquer. Le martin pêcheur commence à partir. Et voilà, évidemment, il ne va pas le traquer. Mais aucun appareil, à ma connaissance, n'y arrive. Hein. Moi, je n'ai jamais vu un appareil qui y arrivait, donc on peut se rassurer. Ce n'est pas la faute du Z9. Mais ici, ce que je trouve, et c'est difficile pour le coup à bien expliquer, c'est que on a un principe sur ce Nikon Z9 qui est le dual stream. Le dual stream, ça veut dire que votre visée, elle est en direct avec votre capteur. C'est-à-dire que Nikon dit qu'il a supprimé le moindre lag qu'on pouvait avoir sur le Canon R3 ou le Sony A1 parce que quelque part, il faut d'abord commencer à enregistrer la photo ou à traiter et ensuite, vous allez voir la photo. Donc, quelque part, il y a forcément un lag de traitement. Ici, ils font les calculs 2 fois et le capteur est en direct avec le viseur. Et j'ai jamais réussi vraiment à voir la différence. On ne va pas se mentir sur n'importe quel autre sujet, j'ai pas vu la différence. Ici, lorsque je suis au viseur, le seul appareil avec lequel je suis capable de suivre le martin pêcheur lorsque je suis au viseur, c'est le Z9. Donc ça, j'y suis resté des heures et des heures sur le martin pêcheur. C'est le seul appareil avec lequel je suis capable de faire ça. Donc, est-ce que c'est grâce à cette visée qui est en direct et qui me permet quelque part d'être le plus en direct possible avec le martin pêcheur? Parce que si une fois que vous l'avez perdu de votre cible, vous ne savez plus où il est. Hein, ça va vraiment, vraiment trop vite. Vous voyez, le mouvement, dans la réalité, ça fait ça. Hein. C'est un enfer. Et j'ai trouvé que, je ne sais pas pourquoi, le viseur du Z9 était le seul qui me permettait de réellement le suivre. Alors là, on peut voir que la mise au point est aux fraises. Hein. Clairement, ça va trop vite. Là, maintenant, il fait la mise au point sur les herbes. Le martin pêcheur, on le voit derrière, il repart avec son poisson. Mais je ne lâche pas l'affaire. Et je dis au Z9, essaye de me le récupérer. Et il me le récupère. Et c'est finalement les meilleures photos de martin pêcheur que j'ai faites ce jour-là. J'y suis allé 2 fois. Que j'avais le R3, le A1 et le Z9. C'est celui qui m'a donné le plus grand nombre de photos de martin pêcheur en vol. Je ne m'attends pas à un taux de réussite énorme. Hein. C'est extrêmement compliqué comme sujet. Mais ce que j'ai envie de retenir, c'est que, voilà, ici, par exemple, il a récupéré sa cible et il l'a suivi, vous voyez. Et toutes ces photos-là, elles sont 100% nettes. Donc, au final, c'est lui qui m'a donné le plus de photos de martin pêcheur nettes, tout simplement, parce que c'est un enfer d'arriver à suivre le sujet et il y est arrivé. Donc, voilà, c'est quand même quelque chose que j'avais envie de saluer. Donc ici, bon, maintenant qu'on a vu tout ça, je ne vais pas vous faire l'affront de vous montrer toutes ces séquences-là. Ce que j'avais envie de vous dire quand même, c'est que
On a un mode en 20 images par seconde qui est une rafale en image RAW. On a un mode en 30 images par seconde qui est une rafale en JPEG. Et on a un mode à 120 images par seconde qui est une rafale aussi en JPEG, mais cette fois-ci de 13 millions de pixels. On n'est plus à 45 millions de pixels. En basse luminosité, moi j'ai pas trouvé de différence d'autofocus entre du 20, du 30 et du 120. Pour moi, c'est le même autofocus. Par contre, j'ai trouvé quelques différences en termes de gestion du scintillement et du rolling shutter. C'est-à-dire que on a une cadence de rafraîchissement de 60 images par seconde lorsque vous êtes à 20 images par seconde. Mais lorsque vous passez à 30 images par seconde ou à 120 images par seconde, là, à ce moment-là, vous avez une cadence de rafraîchissement du viseur qui est plutôt à 30 images par seconde. Et en fait, ça va procurer du rolling shutter en fait, dans votre viseur. C'est-à-dire que votre viseur, au lieu de voir plutôt quelque chose comme ça, donc ça, c'est ce que je vois à 20 images par seconde, lorsque je vais passer à 30 images par seconde ou à 120 images par seconde, je vais avoir un viseur qui va ressembler plutôt à ça. C'est-à-dire qui scintille fort et qui ne bénéficie pas de l'anti-scintillement. Alors, je précise tout de suite qu'à 30 images par seconde plein format JPEG, je ne vois aucune différence de rolling shutter. C'est-à-dire que sur les photos, concrètement, il n'y a pas de bending. Par contre, à 120 images par seconde, quand je regarde les photos, non seulement je vois donc du scintillement au viseur à 120 images par seconde, mais vous voyez, sur les photos, je vois bien le bending défiler. Du bending que je n'avais pas du tout à 20 ou à 30 images par seconde. Donc clairement, le 120 images par seconde vous offre une possibilité qui est dingue. On va voir qu'est-ce qu'on peut en faire dans quelques secondes. Mais on a une petite dégradation de la visée qui passe à 30 images par seconde en rafraîchissement. Et on a aussi un rolling shutter qui est un peu moindre et donc qui vous expose un peu plus à avoir du bending. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut noter. Moi, j'ai noté que l'autofocus était bon en basse luminosité, mais il n'était pas aussi bon que lorsque la lumière est bonne. Et à ce niveau-là, je pense que le Z9 est un tout petit peu inférieur au R3 et au A1. Et notamment, là où il est un peu plus faible, c'est notamment dans sa capacité à conserver le sujet en basse luminosité. J'ai trouvé qu'il y avait très souvent des changements de sujet, en fait. C'est-à-dire qu'il va le perdre très, très rapidement. Alors ici, on pourrait dire, oui, c'est ma fille qui va le bouger un peu plus. Du coup, j'ai cherché un peu plus. Vous voyez, là, par exemple, j'essaye de suivre ma fille. Donc là, il a su bien, il a su bien, il a su bien. Et là, il a perdu. D'un coup, on ne sait pas pourquoi, il a perdu. Donc je me suis dit, je vais tester ça sur des passants dans la foule. Et je prends des personnes au hasard. Et vous allez voir que, d'un coup, il s'arrête de suivre le sujet, en fait. Autre personne au hasard. Je le traque, je le traque, je le traque, je le traque. D'un coup, je ne sais pas pourquoi, il arrête de suivre le sujet. Pareil ici. Je traque ce monsieur. Et d'un coup, il va s'arrêter de suivre le sujet. Vous voyez, il change de sujet. Donc, j'ai trouvé qu'effectivement, l'autofocus en basse luminosité n'était pas aussi bon que l'autofocus en haute, avec une bonne lumière. Je n'ai pas dit qu'il était mauvais. J'ai dit qu'il est bon, mais il n'est pas aussi bon qu'en pleine luminosité. Globalement, donc ça, c'était un peu ce qu'il y avait dans le viseur. Maintenant, j'ai envie de vous montrer un peu quelques photos. 120 images par seconde, à quoi ça sert? J'ai essayé de trouver un peu les cas d'utilisation. On peut imaginer un photographe de sport qui fait du foot, qui va par exemple faire un coup franc et qui va avoir l'impact sur le ballon. Ici, moi, j'ai essayé d'imaginer un petit saut. Voilà, le saut, il va durer 2 secondes maximum. À 120 images par seconde, je vais être capable de choisir exactement le moment où le sable décolle et compagnie. Là, on vient de regarder l'histoire de la mouette. Alors, c'est moi qui ai du mal à suivre sur la mouette. Mais vous voyez, le rendu que je vais avoir, je suis capable de choisir le moment exact où la mouette rentre le bec. Et ça, clairement, si vous avez que 10 ou 20 images par seconde, ben, vous n'allez pas avoir tout ce choix-là. Donc, pour des actions précises, parfois, je pense que ça peut vraiment le faire. Ici, on lui demandait de faire des roues, ça va extrêmement vite sur le terrain. À 120 images par seconde, je suis capable de détailler le mouvement exactement. Et en définitive, sur une photo comme ça, je n'ai pas besoin d'avoir du 45 millions de pixels, je n'ai pas besoin d'avoir du RAW, en fait, ça ne va pas changer grand-chose. Ici, ça me donne la possibilité d'avoir cette photo exacte, par exemple. Donc voilà, il faut bien. Là, on a l'impression que c'est facile, mais 120 images par seconde, ça vous permet de décomposer le mouvement comme ça, et franchement, ça vous donne énormément de possibilités. Sauf que en éclairage artificiel, vous avez un peu plus de bending parce que vous ne disposez pas de l'anti-flickering et compagnie. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur le 120 images par seconde. Moi, j'ai plutôt kiffé ça. En termes d'exemple de photos et de rafale, on peut prendre ce héron là. Je le vois, il part
Il part dans tous les sens, vous voyez, il fait un aller-retour, etc. Et quelle que soit la photo que je prends sur cette rafale-là, la photo, elle est absolument superbe et elle est absolument réussie. Vous voyez là. Et là, ça va vite. Hein. Elle est nickel. Nickel de chez nickel. Un 2 millième, c'était un peu juste peut-être pour cette action-là. Mais le focus, il y était en fait. Donc, et ça, vous voyez ici, c'est sur le martin pêcheur. Vous voyez ici, hop, regardez. Sur cette scène-là, le martin est là. Hop, il s'élance. Vous voyez, déjà, il est là. Mais regardez, le focus est bon. Il est bon encore. Il est bon. Il est bon. Il est bon. Mon Capture One a des difficultés. Mais en fait, vous allez voir qu'il est bon jusqu'à la fin. On le voit ouvrir son bec. Et là, regardez, il est en train de revenir. Et regardez, on le voit sortir avec son poisson. Alors là, c'est moi, vous voyez, là, il est bord cadre. C'est moi qui n'arrive pas à le suivre. Mais quand je vous disais que le Z9 était celui qui m'avait donné le plus de photos de martin pêcheur en action, bah, c'est la réalité, en fait. Là, regardez, encore une fois, il part. Alors là, on est à 12 800 ISO, évidemment, elles sont dégradées. Hein. Mais le focus, c'est pas aux fraises. Pourtant, quand vous regardez le carré sur l'affichage, vous avez l'impression que le focus est aux fraises. Mais la réalité, c'est que le focus, il est plutôt bon. Hein. Donc, vous voyez, 120 images par seconde sur une scène comme ça où elle court. Ça vous donne la possibilité, par rapport aux cheveux, d'avoir le moment exact qui vous convient. La photo est 100% nette, évidemment. Encore du martin. Hop, il s'élance. Et là, vous voyez, par exemple, il a loupé. Hop. Ah ben, c'est la séquence que je vous ai montrée au Ninja. Hop. Vous voyez, cette photo, elle est belle. Hein, on voit bien le poisson, on voit bien le martin. Voilà. Au moment de conclure sur l'autofocus du Z9, moi, c'est un autofocus qui m'a surpris. Je ne l'attendais pas à ce niveau-là, en fait. C'est-à-dire que l'autofocus, il faut toujours arriver à le décomposer en capacité, déjà, à faire la mise au point, tout simplement. À ce niveau-là, pour moi, il n'y a aucune différence par rapport à la concurrence. Il faut, à sa capacité de suivre un motif. Là aussi, pour moi, le suivi est vraiment excellent. Et là où il est probablement, il excelle et il domine tous les autres, c'est sa capacité à de reconnaissance de sujet. Là, pour le coup, en reconnaissance de sujet pur, il vous aide à trouver le sujet et à faire la mise au point dessus. Et ça vous permet de sauver des photos que vous n'auriez pas pu parce que c'est super difficile d'arriver à mettre la boîte au bon endroit, le collimateur au bon endroit. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur l'autofocus du Z9. C'est du très très bon boulot de la part de chez Nikon. Moi, je vous donne rendez-vous dans le test du Z9 dans lequel on en parlera de manière un peu plus globale. Et ensuite avec le comparatif avec le R3 et le A1. Allez, salut!